Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire avec la déclaration du FPI. Justice internationale par M. Bandakani. Tout de suite, Côte d'Ivoire avec le communiqué du FPI. Front populaire ivoirien. Le secrétariat général. Déclaration du Front populaire ivoirien suite à la proclamation par la CEI des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. La commission électorale indépendante CEI, dirigée par M. Youssouf Bakayoko, par qui la Côte d'Ivoire et son peuple baignent jusqu'aujourd'hui encore dans une situation de crise aiguë, a annoncé le lundi 26 et le mercredi 28 octobre 2015, respectivement le taux de participation puis les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Le premier taux de participation selon la dite commission serait de 60%, mais que de tractations au sein de la CEI pour aboutir à ce premier chiffre plus de 24 heures après la clôture du scrutin. Or, il est notoirement établi que l'organe national chargé des élections dans un pays peut disposer du taux national de participation au plus tard 3 heures après la clôture des bureaux de vote. Si le processus de vote s'est déroulé dans la régularité, dans la transparence et dans la sérénité. Car dans tous les processus électoraux sérieux, le taux de participation par bureau de vote est par principe disponible avant même le pointage des voix obtenues par chaque candidat. L'annonce de ce premier taux de participation surréaliste de 60% n'a été faite ni par M. Youssouf Bakayoko, président de la CEI, ni par Maître Victoire Allais, porte-parole de l'institution. Elle a été plutôt faite par M. Sourou Koné, le représentant du candidat Alassane Ouattara au sein de la CEI. Ce fameux taux de participation de 60%, annoncé à la télévision nationale par Sourou Koné, a été démenti par un communiqué officiel de la CEI indiquant que le représentant d'Alassane Ouattara a agi de son propre chef, sans mandat de la CEI. Plus tard, la CEI a annoncé un second taux de participation qui serait de 54,63%. Ce taux, bien qu'inférieur à celui de Sourou Koné, choque la conscience et l'intelligence du peuple souverain de Côte d'Ivoire qui connaît la réalité du terrain. Ces taux de participation contradictoires provenant de personnes de la même institution sont en réalité très loin du taux de participation annoncé par les organisations nationales et internationales qui avaient leurs représentants et experts sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, la CEDEAO a avancé un taux de 40%. Les médias internationaux, France 2, France 24 et Africa 24 ont annoncé 20%. Plusieurs chancelleries occidentales notent 9%. De façon générale, au moment de la fermeture légale des bureaux de vote, 17 heures, sur un total de 6 300 142 inscrits, le FPI a noté, avec ses relais à travers tout le pays, que seulement 11% des électeurs ont participé au scrutin, soit à peu près 700 000 votants. Ce chiffre du FPI est corroboré par des indiscrétions au sein de la CEI qui affirment que le vrai taux de participation sorti des urnes serait de 10,33%. De tous ces taux de participation contradictoires pour la même élection, le constat est net que c'est celui du FPI, 11%, qui avoisine ceux en possession des chancelleries, 9%, ceux sortis des indiscrétions de la CEI, 10,33% et des services de renseignement de l'État. Ces seuls chiffres convergents montrent non seulement une grande et nette victoire du FPI dont le mot d'ordre d'abstention a été largement suivi par le peuple souverain de Côte d'Ivoire, mais traduisent aussi et surtout le rejet constant du régime minoritaire d'Alassane Ouattara issu du coup d'État du 11 avril 2011. Le Front populaire ivoirien relève qu'en plus des taux de participation erronés et des résultats provisoires fantaisistes annoncés officiellement par la CEI, l'élection présidentielle a été entachée de nombreuses irrégularités flagrantes dont voici quelques-unes.
M. Alassane Ouattara, candidat inéligible selon les dispositions pertinentes de la Constitution, a participé à la dite élection. Pour le retrait des cartes d'électeurs, suite au peu d'engouement des populations après le délai légal, le gouvernement et la CEI ont pris sur eux de proroger ce délai en violation flagrante des dispositions du code électoral. Les tablettes biométriques ont été introduites dans le processus électoral sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale. L'achat des consciences et la campagne électorale avaient toujours cours le jour du vote auprès de nombreux électeurs et dans les lieux de vote. Les chasseurs traditionnels d'Ozo, les FRCI et autres milices du Rassemblement des Républicains RDR, parti d'Alassane Ouattara, ont obligé les populations dans le nord du pays à entrer dans des bureaux de vote avec des consignes précises de vote sous la contrainte. Des électeurs ont été convoyés pour voter plusieurs fois dans différents bureaux de vote. Au vu de ce qui précède, le Front populaire ivoirien relève que ce qui s'est déroulé le dimanche 25 octobre 2015 est tout sauf une élection juste, transparente, équitable et démocratique. Observe que notre pays, qui a connu la vraie démocratie et la dignité sous le régime du président Laurent Gbagbo, est aujourd'hui exposé à la risée du monde entier avec des taux de participation bassement contradictoires pour la même élection. Souligne que le calme observé partout dans le pays tout au long de la journée du 25 octobre 2015 montre à l'évidence de quel côté s'est toujours trouvée la violence en Côte d'Ivoire. Remercie à nouveau le peuple souverain de Côte d'Ivoire pour son engagement à ses côtés et aux côtés du président Laurent Gbagbo pour le triomphe de la liberté et de la démocratie. Réitère ses félicitations aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens qui ont infligé une autre cuisante défaite à tous les imposteurs par une abstention réelle de plus de 89% à la parodie d'élection. Ne reconnaît pas les résultats annoncés par la CEI et les rejette. Entend se donner tous les moyens légaux pour contester cette mascarade. Réaffirme que M. Alassane Ouattara, chef d'État de fait depuis le coup d'État sanglant du 11 avril 2011, prétendu vainqueur de la dite parodie d'élection présidentielle, est et reste inéligible selon la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 28 octobre 2015 pour le Front populaire ivoirien, le secrétaire général adjoint, porte-parole par intérim du FPI, Koné Boubacar. Et pour finir, justice internationale par M. Bandakani. La lutte contre l'impunité dans les pays africains, ce n'est qu'un prétexte. La lutte contre l'impunité, un prétexte. Parce que le président Habré n'est qu'un cobaye de ce que j'appelle le néocolonialisme judiciaire. C'est un cobaye. On est là en train d'expérimenter quelque chose, comme d'habitude. Dans les pays africains aujourd'hui, il y a un tollé général qui s'élève contre ce machin qu'on appelle CPI. Et on avait trouvé, on est en train d'expérimenter comment est-ce qu'on va contourner en créant, comme le Michel a dit, des chambres qui ne sont que des succursales, qui ne seront que des prolongements de la CPI. Oui, de la CPI. C'est-à-dire que ça va être ça, le même projet géopolitique est derrière, mais comme on dit, il est encore mieux de faire les sales besoins par les Africains. Quand les Africains bastonnent leurs frères, c'est mieux qu'il y ait un blanc qui fait le travail. C'est ça le projet qu'il y a derrière. C'est ça le projet qu'il y a derrière. Donc, la lutte contre l'impunité, personne ne peut s'opposer à ça en Afrique. Je dis personne. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, que ce combat-là est instrumentalisé par les puissances occidentales. D'autant plus que vous allez prendre tous les procès de ces dirigeants, vous allez voir. Et c'est ça qui est scandaleux. Tous ces dirigeants que vous voyez, même ceux qui sont à la haie, tous ces dirigeants africains qu'on juge. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on juge les dirigeants africains, on ne juge pas les vrais patrons. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas juger Hissène Habré sans juger la France, sans juger les États-Unis. Mais c'est quel genre de procès ça? Moi je veux qu'on le juge, moi je m'en fous d'Hissène Habré, il ne me rapporte rien du tout. Mais on ne peut pas le juger sans juger la France. Les soi-disant 40 000 victimes sont les victimes d'Hissène Habré, mais sont aussi les victimes de la France et des États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on juge seulement Hissène Habré dans l'affaire? C'était pareil avec M. Mobutu. Quand Mobutu est au pouvoir, il est reçu à Washington par Ronald Reagan qui dit que c'est le combattant de la liberté. Reçu.
il était l'ami des dirigeants occidentaux qui le recevaient en grande pompe. Mais quand il a fallu faire le bilan de Mobutu, les films qu'on a tournés et tout pour manipuler les Africains, on a fait croire que tous les crimes qu'il y a eu au Zaïre n'avaient pour seul et unique responsable M. Mobutu. Et les mêmes gens qui commentaient Mobutu, c'était les mêmes gens qui l'avaient mis au pouvoir. Et ils commentaient cela en se moquant des Africains. On a même vu un monsieur qui s'est vanté d'avoir conservé la dent de Lumumba jusqu'à aujourd'hui. Et qui a insulté Mobutu. Donc chaque fois, quand il faut agir, les patrons viennent, ils agissent. Mais quand il faut juger, on prend les marionnettes, le sous-fifre, on laisse les patrons. C'est ça qui est très inquiétant. Et comment pouvez-vous dire que quelqu'un est un dictateur dans un pays qui est un théâtre d'affrontement des puissances en matière de guerre froide? Ça veut dire qu'il n'est pas dictateur, il n'est qu'un gouverneur, il n'est qu'un sous-fifre, puisque c'est un affrontement de puissances qui transforme son pays en un théâtre d'affrontement. Donc la personne qui est présente à ce moment-là, il ne peut pas être dictateur. Parce que pour qu'il soit dictateur, il faut qu'il commande les puissants qui s'affrontent d'abord sur son territoire. C'est aussi logique et simple que ça. Il n'est qu'un gouverneur. Je ne dis pas qu'on ne le juge pas. On doit punir les gouverneurs qui sont irresponsables. Mais la vraie justice, c'est qu'il faut punir les donneurs d'autres. Il faut les punir. Donc on est là dans une situation où l'Afrique fait face à ce que j'appelle l'universalisation du droit international. C'est le débat. C'est-à-dire qu'on veut standardiser le droit au niveau international. En fait, c'est l'occidentalisation juridique du monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Mais c'est quel droit? C'est quel droit? C'est un droit qui vise justement à faire semblant d'instaurer une justice universelle pour que justement on ne juge jamais les crimes de l'Occident. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le droit le plus fort. Et pour comprendre cette universalisation juridique, cette standardisation du droit occidental au niveau mondial, il faut mettre ça en rapport avec la même démarche au niveau économique. Capitalisme du marché, Organisation mondiale du commerce. Vous savez que l'OMC, c'est quoi? Il s'agit d'américaniser le commerce mondial. C'est ça le projet qu'il y a à l'OMC. Il y a les déchets derniers je crois, à Doha, c'était à Doha, là où c'était bloqué, là où il y a blocage, mais ils vont récupérer ça avec le projet transatlantique. Ils vont continuer ça. Donc vous avez cette universalisation, c'est-à-dire que cette standardisation commerciale économique au niveau mondial, vous avez la standardisation culturelle du monde. On peut prendre un visage qui est le LGBT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'un homme normal dans le monde doit être pédé, il doit être gay, il doit être bisexuel, il faut que chez vous, la prostitution soit une valeur, tout ça est consorts, la zoophilie. Des puissances occidentales sont en train de vouloir universaliser cela et dire que c'est normal. Donc, cette globalisation-là, c'est ça qui est derrière même le projet de cette affaire de lutter contre l'impunité en Afrique. Il s'agit, derrière, il y a des projets géopolitiques. Les Africains qui continuent à croire, jusqu'à aujourd'hui, que la justice indépendante me font sourire. Je le dis sans état d'âme, il n'y a pas dans le monde de justice indépendante. La justice est au service des intérêts géopolitiques. C'est pour ça qu'on ne va jamais juger Kissinger, ni M. Bush, ni Reagan, ni le président français, ni Sarkozy. Tous ces présidents occidentaux qui font des crimes dans le monde, personne ne va les juger parce qu'il n'y a pas de justice indépendante dans le monde. Alors qu'on laisse les Africains tranquilles, les Africains vont mener leur bataille, ils vont se réconcilier avec leur vieille tradition de justice. Parce que l'Afrique a toujours été une terre de justice, toujours une terre de justice, sans idéaliser, c'est clair. Mais l'Afrique a toujours été une terre de justice où celui qui était coupable répondait de son crime. Alors on ne vient pas nous enseigner ces choses-là aujourd'hui. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Président Bandakani. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.